7h33 sur France Culture, on ouvre le rendez-vous de la presse étrangère en compagnie ce matin de Juan José Dorado. Bonjour. Buenos días. Journaliste espagnol indépendant. Anna Kowalska, bonjour. Bonjour. Journaliste à la télévision polonaise privée, vous travaillez pour une émission qui s'intitule Dzień dobry TVN, c'est une grande émission matinale. Qui veut dire bonjour. Bonjour, absolument. Et Desislava Mincheva, bonjour à vous. Bonjour Caroline. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous arrivez tout juste de Bruxelles où vous êtes correspondante pour les institutions européennes. Vous avez suivi toutes les réunions hier. Donc de très près. Vous allez nous raconter depuis tout ça. 10 jours. Et vous êtes également correspondante à Paris pour la télévision bulgare BTV, c'est comme ça que vous BTV, exactement. BTV qui est l'équivalent de TF1, de notre TF1 française. Tout à fait. C'est une télévision, chaîne de télévision nationale qui est privée, ouais, tout à fait. Premier sujet de la semaine, la question de l'accueil des réfugiés ukrainiens en Europe. 1 million d'Ukrainiens ont déjà fui le pays, ont déjà franchi les frontières. On est au bord d'une crise humanitaire dramatique. Selon les Nations Unies, c'est l'exode le plus rapide du siècle. Face à ces arrivées, les institutions ont décidé d'accorder une protection temporaire aux personnes qui fuient la guerre. Cela veut dire que tous les Ukrainiens qui arrivent en Europe vont obtenir d'une manière automatique un titre de séjour de 3 ans maximum. Ils vont pouvoir s'installer dans le pays de leur choix et ils vont obtenir des aides sociales, ils pourront travailler, mettre leurs enfants à l'école. Dans un élan rare d'unité en matière de politique migratoire, tous les États membres ont approuvé l'activation de ce dispositif valable 3 ans pour accueillir les personnes déplacées. En tant qu'Africains, on nous repousse, pas de justification, on nous bloque à la rentrée de la frontière polonaise. Nous essayons de nous mettre à l'abri les Ivoiriens dans la ville stable. On n'arrive pas à s'approvisionner d'eau et de nourriture. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Réunis jeudi à Bruxelles, les 27 ministres européens de l'Intérieur se sont mis d'accord à l'unanimité pour accorder une protection temporaire aux Ukrainiens. Une solidarité sans comparaison avec les épisodes précédents de vagues migratoires, selon le spécialiste des migrations Michel Agier, ce qui n'a pas manqué de susciter, à côté des compliments, des critiques quant à un accueil à 2 vitesses. Mais on va commencer sur cette décision et sur cette unanimité, si vous le voulez bien, avec vous trois. Peut-être justement, Desislava Mincheva, comment s'est passée cette décision? Est-ce que l'unanimité a été immédiate? Pas du tout. Et je crois c'est très important de souligner la voie que l'Europe et les 27 ont fait ces 10 derniers jours. Finalement, pour arriver à cette décision-là, donc les Européens ont activé une directive qui existe en Europe depuis plus de 20 ans, qui a été créée à la suite des guerres dans les Balkans, et notamment pour les réfugiés de Kosovo, et n'a plus jamais été activée en Europe, y compris en 2015, pendant la très grande crise migratoire en Europe. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que des pays qui sont historiquement contre l'accueil de migrants et de réfugiés en Europe, aujourd'hui se retrouvent en première ligne pour accueillir ces réfugiés de l'Ukraine. C'est très intéressant ce qu'on vient d'entendre il y a quelques secondes. Cette décision, cette directive qui vient d'être activée là, concerne des citoyens ukrainiens et à la frontière polonaise en ce moment, et pas seulement. Il y a plein de citoyens non européens. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Et là, il n'y a pas d'unanimité du tout entre les 27. Et chaque pays décidera qui sera accueilli et qui sera refusé sur son territoire. Donc attention, unanimité, mais pour les Ukrainiens, qu'est-ce qu'on fait en Europe avec les autres? Et ce sont des dizaines de milliers en ce moment. Anna Kowalska, c'est justement la Pologne, en ce moment, qui est le premier pays qui accueille les réfugiés. Ils étaient 280 000 au 1er mars, 548 000 2 jours plus tard. 700 000, plus que 700 000 déjà hier. Eh ben voilà, de jour en jour, ça ne fait qu'augmenter. 100 000 personnes traversent maintenant la frontière chaque jour. Comment ça se passe? On est tous choqués parce que ça se passe pour l'instant très bien. Et juste la réponse, justement, la Pologne a déjà pris les démarches pour toutes les personnes qui sont pas ukrainiens, qui ont un passeport, c'est souvent soit indien, nigérien, les gens qui viennent d'Irak, de Kenya. Eux aussi, ils vont être pris en charge exactement de même façon que les Ukrainiens. Donc, chaque personne qui traverse la frontière maintenant de l'Ukraine, que ce soit ukrainien ou qui vient d'autres pays, un seul tampon dans le passeport suffit. Il n'y a pas d'autres démarches administratives pour être pris en charge en tant que
réfugiés de guerre. Donc ça, c'est pour cette administration, c'est une question très importante. Et puis, vraiment, ça fait chaud au cœur de voir les Polonais autant solidaires avec les gens qui viennent de l'Ukraine. À la frontière, au début, il y avait des longs files d'attente. Maintenant, il y en a encore du côté ukrainien, mais ils sont beaucoup plus courtes du côté polonais. Tous les gens qui passent sont tout de suite répatriés, soit dans les centres d'accueil temporaires, soit dans leurs familles à Varsovie, à Cracovie. Il ne faut pas oublier que déjà avant la guerre, il y avait plus d'1 million d'Ukrainiens en Pologne. Donc il y en a beaucoup qui ont des familles, des amis, ils vont tout de suite. Et surtout vraiment cette solidarité. Il y a tellement de dons qui sont donnés, tellement de Polonais qui veulent accueillir des réfugiés que vraiment les autorités arrivent plus à gérer parce qu'il y en a beaucoup trop par rapport aux besoins. Je pense que vraiment ici, sans blanchir certains comportements, ici vraiment la Pologne, en ce moment au moins, est vraiment exemplaire en Europe. Juan José Dorado, en Espagne, il y a une très grosse communauté ukrainienne aussi. Déjà, je crois que c'est le 4e pays européen à accueillir des Ukrainiens, mais depuis très longtemps, à avoir une communauté ukrainienne sur son sol. On est très loin, on est très loin du cas polonais forcément parce qu'on n'est pas des voisins directs. Mais aujourd'hui, officiellement, il y a autour des 115 000 Ukrainiens qui sont installés légalement en Espagne. On parle plutôt des 130, 140 000 entre ceux qui sont sur place mais qui n'ont pas les titres de séjour encore. Mais c'est aussi une forte communauté russe, parce qu'on a 80 000 Russes installés en Espagne de façon légale aussi, et ils sont pratiquement aux mêmes endroits, dans les mêmes régions, Madrid, Barcelone, Malaga, Alicante. Donc, et l'Espagne va appliquer les règles européennes. C'est un cas très particulier parce que, au même temps qu'il y avait ce flux massif d'Ukrainiens qui essayaient de sortir de l'Ukraine, nous on avait des migrants sous-sahariens qui traversaient la frontière de Ceuta et Melilla. Plus de 1200 personnes ont essayé de traverser la frontière et le traitement n'est pas le même. À la question posée au ministre de l'Intérieur au sujet de ces migrants qui ont essayé de rentrer par le sud de l'Espagne, la réponse du ministre a été on va renforcer la frontière, on va renforcer les barbelés, on va renforcer les systèmes de sécurité. Donc pour vous dire qu'effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, des mesures à géométrie variable. Oui, une politique à géométrie variable. C'est tout à fait aujourd'hui le cas, notamment en Espagne. Donc, on va continuer à accueillir, suivant les directives européennes, les Ukrainiens. Il y a des Ukrainiens qui sont déjà arrivés justement parce qu'il y a des familles qui ont des amis, des familles, etc. Et donc, on les a déjà accueillis. D'ailleurs, les demandes d'asile qui avaient été faites auparavant de cet exode ont été en Espagne arrêtés justement pour pas les refuser, pour pas avoir à les refuser et pouvoir donc accueillir tous les Ukrainiens dans le cadre de cette directive européenne. Bon, des voix s'élèvent pour dénoncer une différence de traitement médiatique, politique sur la question des réfugiés. Et on appelle donc, en ce moment, c'est d'ailleurs intéressant de le noter, plutôt les Ukrainiens des réfugiés quand effectivement tous les autres étaient jusqu'à présent des migrants. Donc la terminologie est toujours importante, Desislava Mincheva. Oui, tout à fait. Parce que quand il y a 7 ans, c'est pas un secret en fait que la migration, les crises migratoires divisent le 27 depuis des années. Et en 2015, l'Europe a connu la pire crise en fait. Et là, plus déchirée que ça, on peut pas imaginer l'Union européenne. Et là, on parlait de migrants. Donc ceux qui viennent de l'extérieur de l'Europe sont des migrants. Et là, aujourd'hui, on parle très bien. Déjà, on accueille les Ukrainiens dans l'urgence. C'est ça le plus important, de s'occuper de ces gens-là qui attendent plus de 60 heures, si je me trompe pas, à la frontière polonaise. Au moins cette nuit, c'était le cas où l'équipe de notre télé, en fait, vient de me dire qu'il y a 60 heures d'attente pour passer la frontière polonaise. Mais très bien, on les accueille. Mais tout à fait, attention à la terminologie. Quand est-ce qu'on parle de migrants? Quand est-ce qu'on parle de réfugiés? Et quand on dit 2 vitesses, est-ce que c'est vraiment un accueil à 2 vitesses ou plusieurs vitesses? Et comment on va les classer? Donc, il y a une urgence. C'est très bien. Il y a plein de pays européens qui ont laissé leurs frontières ouvertes, heureusement. Donc, réfugiés ou migrants, il faut les traiter de cette manière-là et non pas regarder en arrière vers 2015 où l'Europe a été vraiment
déchirés, complètement désunis sur cette question. Juan José. C'est caractéristique, vous savez, et ce sujet s'est emparé, l'extrême droite espagnole s'est emparée de ce sujet. Et donc, ces derniers jours, on voit des photos sur les réseaux sociaux, notamment par le parti Vox, qui est d'extrême droite, donc, où ça montre des réfugiés des guerres ukrainiens. Donc ça, oui, et une deuxième photo avec des Ukrainiens des confessions musulmanes. Et là, on dit, ça, c'est des hordes qui viennent nous envahir. Donc même par rapport aux Ukrainiens, les partis politiques, et notamment en Espagne aujourd'hui, l'extrême droite, s'est emparé de ces sujets et fait la différence entre les réfugiés des guerres et ceux qui sont des réfugiés des guerres, mais sont musulmans. Donc on commence même donc dans certains pays, notamment le cas espagnol, effectivement à faire cette différence. Je vous dis pas effectivement le cas avec les migrants subsahariens. Là, c'est complètement différent. On continue à les considérer comme des migrants économiques qu'il faut renvoyer rapidement dans leurs frontières. Bon, c'est la même chose en France. Marine Le Pen a surpris en étant favorable à l'accueil des Ukrainiens, mais Éric Zemmour s'est prononcé sur RTL il y a quelques jours en disant « Je partage et je comprends l'émotion vis-à-vis des population ukrainienne. Je pense simplement qu'il n'est pas bon d'arracher les gens comme ça loin de leur pays, ni de déstabiliser la France qui est déjà submergée par l'immigration. » Alors lui, il va encore un peu plus loin, même que l'extrême droite espagnole, puisqu'il n'est pas pour accueillir les Ukrainiens. Et donc, à laisser à la Pologne... Il préfère qu'ils restent en Pologne. Voilà, alors on a quand même effectivement 700 000, vous disiez, à ce jour, réfugiés ukrainiens qui passent la frontière polonaise pour être dans votre pays. On en est, je crois, à peu près 700 en France. Donc il y a bien un moment où il va falloir se répartir, même si Emmanuel Macron a dit qu'il allait prendre sa part, mais de combien? Donc cette union dont vous parliez tous peut aller jusqu'au déchirement peut-être des Slava, quand vous le disiez tout à l'heure, le déchirement de 2015, il est peut-être pas si loin. Jusqu'à quand cette union va-t-elle tenir? Anna Kowalska. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en Pologne, pour l'instant, on n'en parle pas trop, on parle pas de prochaine étape. On se focalise vraiment de trouver le lit, trouver la nourriture. Il y a même une loi qui vient, je pense, qui va être passée lundi pour vraiment accélérer toutes les choses administratives dans les Ukrainiens qui vont tout de suite avoir le droit au travail, les enfants à l'école, aide médicale exactement comme le Polonais. Ensuite, il y a aide psychologique qui s'organise. Tout ça, oui, mais pour l'instant, on pense pas à la solidarité européenne. Et justement, c'est un grand clash par rapport à ce qui s'est passé en 2015, parce qu'en 2015, la Pologne était en farouche opposante d'accepter un seul migrant. Et maintenant, les choses se retournent à l'envers. C'est curieux. Je pense que ça vient justement du fait que les Polonais se rendent compte de la menace. Ils sont très proches culturellement des Ukrainiens. Je pense que c'est l'explication pour cela en ce moment. Et puis on a tous en tête quand même à l'automne 2021 cette violence de la police polonaise contre les migrants syriens et irakiens à la frontière biélorusse. Et donc la police agit différemment aujourd'hui avec les Ukrainiens. Concrètement, on le voit. Maintenant, il y a, en tout cas, dans les médias polonais, il y a presque pas d'informations comme quoi il y a des débordements à la frontière. Il y avait effectivement, les ONG disaient au début qu'il y a peut-être un traitement différent avec le réfugié qui vient d'autres pays que l'Ukraine, maintenant à la frontière ukrainienne. Mais il paraît que la chose se sont stabilisées et c'était vraiment des cas isolés. Vraiment maintenant, à la fois la police à la frontière, aux frontières, et tous les gens qui travaillent sur place sont vraiment plutôt complimentés pour cette gestion de crise maintenant. Et c'était effectivement pas du tout le cas pendant la crise de 2021 à la frontière avec la Biélorussie. Mais je pense que, encore une fois, ça vient du fait que la Pologne est très mobilisée pour se battre pour l'Ukraine. Effectivement, il y a double standard, on peut dire. Desislava Mincheva, vous arrivez de Bruxelles, où vous êtes donc correspondante pour les institutions européennes. Mais j'aimerais vous poser la question, en tant que Bulgare, qu'est-ce qui se passe en Bulgarie par rapport à l'Ukraine? Comment réagit-on? La Bulgarie fait partie, et j'en suis fière, des pays qui ont laissé leurs frontières ouvertes pour les réfugiés en ce moment. Il me paraît que en ce moment, je ressens on essaye de mettre un peu de pédagogie, d'expliquer aux Bulgares que n'ayez pas peur. Ce sont des gens comme nous.
Donc là, ça serait un tout petit peu différent s'il y a des gens qui ont d'autres couleurs ou d'autres religions. Mais ça commence, j'ai entendu le Premier ministre bulgare d'expliquer que ce sont des gens comme nous, des orthodoxes. Parce que les Bulgares penseraient que s'ils étaient d'une autre couleur de peau, ils seraient pas comme nous? Je crois que on a encore des décennies à évoluer dans ce sens-là. Si vous permettez, Caroline, tout à l'heure, vous avez dit, je suis bulgare, oui, mais je suis aussi journaliste, correspondante permanente en France. Vous avez parlé de la surprise de la part de Marine Le Pen, et il me paraît intéressant en fait ce qui s'est passé cette semaine au Parlement européen, parce que le Parlement a voté une résolution condamnant très fortement et avec des termes très concrets les actions militaires de la Russie, et on s'attendait à que plusieurs députés européens votent contre, y compris les députés européens autour de Marine Le Pen. À la différence du mois de décembre, quand il y avait une autre résolution au Parlement européen où justement les eurodéputés proches de Marine Le Pen ont voté contre, là ils ont soutenu. Au mois de décembre, on parlait pas encore des présidentielles, et là, 3 mois plus tard, du coup, les eurodéputés français proches de Marine Le Pen sont pour. Donc, il y a eu, quand vous dites surprise, entre guillemets, il y a peut-être une surprise à l'approche des présidentielles en France. Un dernier mot avant le deuxième sujet, Juan José, sur ce point? C'est que la réalité des choses, c'est qu'effectivement, c'est deux types de situations complètement différentes, oui, ce qu'on vit avec l'Ukraine et l'immigration dite normale. J'aimerais quand même signaler le rôle qui est joué, pas pour mon pays, mais par l'Allemagne, par exemple, qui est aussi en train d'accueillir beaucoup d'Ukrainiens dont on parle pas beaucoup. Donc, au-delà de la Pologne, qui est forcément en première ligne, va devoir gérer un gros problème. C'est vrai qu'il faut rapidement organiser cette solidarité européenne et que ça ne reste juste les déclarations des 3 jours ou des 10 jours après la guerre. Et ce sera le sujet de notre deuxième heure tout à l'heure avec nos deux invités. 7h50 sur France Culture, on poursuit ce rendez-vous de la presse étrangère en compagnie de nos 3 correspondants du jour, Anna Kowalska, Desislava Mincheva et Juan José Dorado. Deuxième sujet qui a retenu notre attention, la fermeture en France des 2 médias financés par le Kremlin, Sputnik et Russia Today. 2 médias d'État russes accusés d'être des outils de propagande. Les 27 pays de l'Union européenne décident de bannir du sol de l'Union européenne les chaînes russes RT et Sputnik. We will ban in the European Union the Kremlin's media machine. La directrice de RT France, Ksenia Fedorova, a réagi sur Twitter en affirmant que cette décision était, je cite, une violation de l'état de droit qui va à l'encontre des principes même de la liberté d'expression. Fin de citation. On décide donc de fermer des canaux de propagande de l'État qui est en train de nous agresser. Il me semble que c'est purement du bon sens. Et la première priorité, c'est de protéger l'intégrité de l'espace informationnel européen, c'est de protéger nos institutions et nos sociétés. Alors, vous m'avez tous repris, d'ailleurs à juste titre, la fermeture en Europe des 2 médias, puisque accusés par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de colporter des mensonges pour justifier la guerre de Poutine en Ukraine, Russia Today et Sputnik ont bien été mis au banc de l'Europe dès mercredi. En quelques heures, les 2 médias ont vu leur compte supprimé sur Facebook, Instagram, YouTube. La diffusion a été interrompue chez Free, le seul opérateur à diffuser Russia Today sur sa box, mais aussi sur les applications Molotov et MyCanal. Les applications ont par ailleurs été supprimées des magasins d'applications d'Apple et Google. Desislava Mincheva, là encore, je vous prends comme correspondante à Bruxelles pour les institutions européennes. Comment les institutions européennes ont-elles justifié cette décision ? Citation, on coupe le robinet des médias contrôlés par Kremlin, et je cite là le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. C'est une question de principe. La Commission européenne et les institutions européennes sont prêtes à défendre cette décision auprès des tribunaux, s'il le faut, et il le faudrait très probablement. C'est une question de principe, c'est décidé pour tout le territoire, et la réponse, en fait, côté russe, n'a pas tardé. Et il y a plusieurs médias européens qui
qui ont été obligés d'arrêter sur le territoire russe. Oui, en particulier avec l'Allemagne, puisque l'Allemagne avait devancé l'Union européenne début février en interdisant la diffusion de Russia Today et qu'effectivement la Russie a immédiatement riposté. Juan José Dorado, la France était le seul État membre de l'Union européenne à accueillir sur son sol une filiale de Russia Today et à lui accorder une licence de diffusion, mais il diffusait également en Espagne. Oui, mais il y a quand même une grosse différence, c'est que en France, vous avez une société RT France qui est une société française avec une autorisation, comme vous avez signalé depuis 2017, pour émettre. Donc c'est un média et demander à un journaliste ce qu'il pense de la fermeture d'un média, c'est quand même toujours, par principe, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'elle émettait en espagnol. Et j'ai dit elle émettait, puisque les journaux et toutes les émissions en espagnol, en allemand, en anglais sont faites à Moscou. Donc les journalistes espagnols ou latino-américains, parce qu'on parle de l'espagnol et pas d'Espagne, parce que c'est surtout pour l'Amérique latine que cette chaîne a été créée. Donc tous les journalistes sont à Moscou. À Madrid, vous n'aviez qu'un bureau de correspondance avec 3 ou 4 journalistes. Donc c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout la même chose. La France était un cas très particulier. C'est pour ça que je me suis dit, quand j'ai entendu les premières mesures de l'Union européenne, que la France avait un organisme, le CSA, ancien CSA, qui a les moyens effectivement de suivre RT et le fait d'ailleurs d'être très près et la fermer le cas échéant, et que ça devait être le CSA qui aurait dû le faire et pas l'Union européenne de façon générale, parce que la France est un cas particulier, je vous dis. Ailleurs, les journalistes, les rédactions se trouvent à Moscou, donc soumis à des fortes pressions. Rappelez tout simplement qu'aujourd'hui, la Chine a aussi ses chaînes d'information internationales, l'Iran a ses chaînes d'information internationales, le Venezuela, la France, l'Espagne, l'Italie, etc., etc. Donc il y a tous les États aujourd'hui, plus ou moins démocratiques, mais pour la plupart démocratiques, ont ces chaînes d'information internationales. Alors, en Grande-Bretagne, le Parlement a aussi saisi le régulateur, mais on a appris hier que la BBC retirait, par précaution, ces journalistes de l'Ukraine. Temporairement, peut-être. Temporairement, je crois. Oui, temporairement, mais de toute façon aussi ces décisions sont temporaires. C'est difficile. Anna Kowalska. C'est difficile de ne pas le faire s'il y a une loi qui vient de passer en Russie qui interdit vraiment toute l'information, on peut dire. Et notamment fermer Deutsche Welle, la radio-télévision allemande. Objectif. Je pense qu'en ce qui concerne l'Europe, c'est pas vraiment une question seulement de principe, c'est vraiment une question de lutte contre le propaganda et des informations qui peut créer des problèmes en Europe. On le voit en Pologne. Il y a la semaine dernière, une augmentation de 20 000% de posts sur Internet, par exemple, de propagande russe, des posts qui concernent les réfugiés, les posts de trolls, on le pense qu'on les appelle dans le jargon d'Internet, des posts qui mettent en garde contre les réfugiés, comme quoi ils sont menaçants, des posts qui mettent en garde contre l'augmentation énorme de prix d'essence. Tout ça, on pense en Pologne en tout cas, que c'est des informations russes justement pour désolidariser l'Europe dans cette bataille pour l'Ukraine. Donc c'est pas que la question de valeur, certes, soft power c'est très important, la Pologne est la première à le dire, mais c'est aussi vraiment un moyen de lutter contre les informations fausses qui peuvent désolidariser les Européennes. Bon, c'est pour ça que on l'entendait, le secrétaire d'État au numérique Cédric O a dit que c'était une décision de bon sens. Et pourtant, on en entend dire que c'est une atteinte à la liberté de la presse, que les représailles peuvent être très simplement que, par exemple, France 24 ou RFI, qui émettent en Russie, peuvent être coupées par Poutine, qui prétendrait qu'elles sont, d'ailleurs à juste titre, financées par le Quai d'Orsay. Donc, je parlais pour moi d'une décision de principe. C'est fermer un média qui est légal, qui est déclaré, qui a une concession. Par principe, je suis pas toujours d'accord. Mais c'est vrai que dans le cas de RT, comme je vous ai dit, les rédactions sont soumises à des fortes pressions. Il y a un langage très particulier, et ce langage entre guillemets très particulier, c'est des fake news, parce que quand vous parlez pas d'invasion et vous parlez d'opérations spéciales, vous êtes en train de mentir. Oui, mais il y a une enquête très précise et qui m'a semblé très honnête de l'Obs à ce sujet, au sujet de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et qui montre que ça n'était pas seulement un outil de propagande, c'était aussi un organe de presse. À ce moment-là, Russia Today était assez mesuré. Oui, il justifiait l'intervention, mais en même temps, il donnait la parole à des experts qui expliquaient ce qui se passait
réellement, disons. Donc voilà, c'est pour ça c'est toujours très compliqué. Cela dit, c'est vrai que le rôle des Russia Today, d'ailleurs en 2017, le candidat Macron et puis le président a interdit l'accès à les lycées à les journalistes de Russia Today. Ils ne sont accrédités que pour des sommets internationaux. Donc pour vous dire qu'effectivement, on avait un souci avec Russia Today en tant que quantité. Après, le cas français, c'est toujours un cas qu'il faut étudier de très près parce qu'effectivement, déjà le ICOM a été sur ce qu'elle fait, ce qu'elle dit et comment elle le dit. Pour ça, et ils sont suivis de très près. Donc oui, parce que cette mesure aujourd'hui européenne apparemment s'imposait vu les informations ou les fake news qui étaient véhiculées par cette chaîne depuis Moscou. Desislava ? Il me paraît très intéressant en fait la guerre qu'on voit sur ce front, sur le front des médias traditionnels, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et je crois que on voit pour la première fois justement la guerre sur les réseaux sociaux d'une manière complètement innovante, différente, qu'on connaissait pas. Je parle là du président ukrainien. Je parle justement de la manière dont la Russie répond sur les réseaux sociaux, des trolls, des fake news et voilà. Donc la guerre sur ce front, très très importante pour gagner ou perdre l'autre guerre, la vraie. Un dernier mot, en Pologne, il y a vraiment une seule expression pour dire ce qui se passe dans les médias russes, c'est un mensonge, soit lavage de cerveau. Et on est beaucoup moins complaisant. Je pense en Pologne, personne ne se pose la question si Russia Today ou Sputnik devraient être fermés. La réponse est très claire, parce qu'on ne peut pas permettre ce genre de justement désinformation, propagande pure, comme on le pense, de prendre en valeur, de prendre en force en Europe. Merci beaucoup à tous les trois. Anna Kowalska, correspondante de la télévision polonaise privée, Desislava Mincheva, correspondante à Paris pour la télévision bulgare BTV et à Bruxelles pour les institutions européennes, et Juan José Dorado, journaliste espagnol indépendant. On vous retrouve très bientôt, j'espère, dans un prochain rendez-vous de la presse étrangère. Quant à nous, on se retrouve après le journal des 8h.